Les gens ne comprennent pas ce qui se passe en Ukraine. Bon, mais ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne qui sont complètement asservis aux États-Unis ont fait leur cette cause de l'Ukraine, parce que si jamais la Russie arrive à casser la machination ukrainienne qui vise, je le rappelais tout à l'heure, à détruire la Russie, ça veut dire que ça sera évidemment un échec géopolitique, politique, symbolique fondamental de l'Occident qui va donner des ailes, justement, à cette volonté multipolaire. Donc c'est vraiment un enjeu fondamental pour le XXIe siècle. Et c'est ce qui explique pourquoi on est capable de mettre la France à feu et à sang. C'est ce qui va se passer. Hein. La logique voudrait, je l'ai dit tout à l'heure, que Macron, mais pas seulement Macron, c'est vrai. Regardez les peuples manifestent en Allemagne, en Suède, en Suisse. Non, que les pays européens fassent un diagnostic, en tirent les conséquences. La logique, c'est qu'on arrête les sanctions, qu'on retourne à la table des négociations et qu'on reconnaisse la vérité. La vérité, c'est que l'Ukraine est un pays, bien sûr, un pays souverain, mais il se trouve que c'est un pays qui a été de très longue date possédé en partie par la Russie. Une partie de l'histoire russe, c'est justement là, et que ce pays a refusé l'autonomie nécessaire pour les régions du Sud-Est, et qu'il faudrait, à mon avis, c'est comme ça que ça se terminera, une partition avec le Donbass qui ralliera, ou soit qui deviendra indépendant, soit qui ralliera la Russie, et le reste qui fera un État plus petit, voire qui soit rattaché avec des risques potentiels que la Pologne ait des vues sur certaines parties. C'est toujours la puissance de l'histoire. Pourquoi moi je suis... vous savez, tous les grands chefs d'État du monde ont toujours tenu compte énormément des questions d'histoire. Et d'ailleurs, parmi les drames de la France d'aujourd'hui, c'est qu'on est dirigé par des gens... Macron, il ne connaît rien, mais rien du tout, ni lui, ni les gens qui l'entourent, à l'histoire, non seulement l'histoire de France, mais l'histoire du monde. On ne peut pas comprendre le conflit ukrainien si l'on ne revient pas à l'histoire. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a donc affaire à des gens qui sont capables de détruire l'économie européenne, y compris l'économie allemande, de détruire notre niveau de vie, de nous endetter, de fournir des armes au pays le plus corrompu d'Europe, des armes qui vont peut-être se retrouver ensuite chez des terroristes et peut-être se retrouveront d'ailleurs chez nous. On est capable de faire tout ça au claquement de doigts de Washington parce qu'ils considèrent que c'est un sujet géopolitique de première magnitude. Et on a l'impression que les dirigeants européens sont devenus un petit peu comme une espèce de canard ou de poulet à qui on a coupé la tête. Ils courent dans tous les sens, ils ne savent pas pourquoi. Hein, par exemple, je pose souvent cette question bête. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas du gaz russe? Je ne sais pas. Lorsque le gazoduc Nord Stream 2 a été achevé, c'était donc il y a quelques mois, les États-Unis, pendant des années, ont voulu que ça ne soit pas mis en service. Ils y sont d'ailleurs parvenus. Sur pression américaine, les Allemands ont refusé de donner le feu vert pour la mise en service. Il est construit, hein. Il est flambant neuf, il est construit, il marche. Les Allemands ont refusé. Dans la foulée, on nous a dit qu'on allait boycotter le gaz russe. Voilà que quelques semaines après, Vladimir Poutine, qui constate qu'en définitive, ça tourne à son avantage puisqu'en fait le gaz est vendu par l'intermédiaire de la Chine à très grand prix et le pétrole par l'intermédiaire de l'Inde, Vladimir Poutine, de façon assez malicieuse, dit puisque vous me boycottez, je coupe le gaz. Aussitôt, ce sont des cris d'orfraie où on nous dit mais Vladimir Poutine c'est un sgrognonieux, c'est un scandale, quel tyran, il utilise l'arme du gaz contre nous. Enfin ça va pas quoi, c'est une espèce de schizophrénie générale. On voit bien qu'on est dirigé par des gens qui ne savent plus où ils vont. Pourquoi ça? Pourquoi cette perte d'autorité? Parce que nous ne sommes plus les auteurs de nos propres décisions. Vous me demandiez tout à l'heure comment faire. Il y a une ligne directrice dans la vie qu'il faut avoir, c'est rester l'auteur de ses propres choix. Mais parlons un petit peu de cela puisque il y a eu des élections présidentielles en France, donc les Français ont choisi. Il y a des élections qui arrivent au Brésil, donc dans un des pays du BRICS. Il y a des midterms aux États-Unis. Et hier, il y a eu une décision un peu historique en Suède, puisque le parti de droite, je crois, a gagné l'ensemble des droites de 3 voix contre le parti qui était au pouvoir depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'en Europe, il y a une modification. Bien sûr, on va avoir la réaction politique, elles sont pas encore arrivées avec cette modification dans ce paysage dans un pays qui est, on va dire, dans cet ensemble. Et ce pays, on en a beaucoup parlé pour sa gestion de la crise sanitaire qui était différente,
qui avait pas utilisé le même modèle de confinement, qui n'avait pas utilisé le même modèle de traitement ni de vaccination, pour après succomber un petit peu à cela. Est-ce qu'on voit, d'après vous, le début avec ces élections, puisque ces élections, c'est quelque part un moment où on va faire une évaluation de ces politiques, alors qu'en France, on a quand même des mécanismes régaliens de contrôle. On a la Cour des comptes, on a des mécanismes administratifs, on a un contrôle continu, mais on a l'impression qu'on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que le moment où on peut censurer un homme politique ou une politique, qui sont les élections, on a l'impression qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir se décider. Et dans le contrôle continu, on a l'impression qu'on ne tient pas compte de l'évaluation de la Cour des comptes, de savoir de quoi qu'il en coûte, combien ça va nous coûter, quel va être le retour sur investissement. Pour vous, est-ce qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer à ce sujet? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est possible. Il y a un aspect qui est que par rapport aux années que j'ai connues étant jeune, aux années 60, 70, 80, il y avait quand même une certaine, de la même façon qu'il y avait une certaine éthique du journalisme, on respectait quand même la charte de Munich, il y avait aussi une certaine éthique politique. J'en voudrais pour preuve, par exemple, la loi la loi Savary sous Mitterrand. En 1984, il avait voulu créer un service unifié de l'éducation et donc forcer toutes les écoles libres à entrer dans le moule de l'éducation nationale. Ça avait créé une gigantesque levée de boucliers, notamment avec les églises, avec les écoles confessionnelles, ou notamment beaucoup d'écoles catholiques dans l'est de la France, dans l'ouest de la France. Il y avait eu 2 millions de personnes qui avaient défilé en France. Je me rappelle des manifestations géantes, vous vous rappelez certainement. Tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que Mitterrand qui était un homme politique ancienne école, comme De Gaulle, comme Pompidou, ils avaient été élevés à une époque, sous la Troisième République, puis la Quatrième République, où il y avait une éthique démocratique. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait 2 millions de Français dans les rues, on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, Mitterrand, voyant ça, avait donc décidé de demander à son ministre de l'Éducation de démissionner, et le projet avait été enterré. Voilà. Et donc, les gens avaient été contents parce qu'ils avaient fait plier Mitterrand, et celui-ci ça avait été perçu comme un échec de Mitterrand, ce qui était le cas, mais d'une certaine façon, c'était quand même une victoire de la démocratie et du vivre ensemble. Et maintenant, on n'est plus du tout dans cet esprit. On a maintenant des gens qui sont des menteurs et des cyniques. Et Macron, et qui n'écoutent pas, quelque part. Oui, Macron ne se sent pas redevable vis-à-vis des Français. Il a été élu une fois tous les 5 ans dans des conditions de manipulation médiatique que j'évoquais tout à l'heure. Il est élu et on considère comme si c'était un blanc-seing et qu'il avait le droit de tout faire tout seul pendant 5 ans. Ça ne va pas. Donc vous avez des manifestations. Moi, je suis allé à certaines manifestations contre la Covid, contre la vaccination. J'ai du respect pour les manifestants qui y vont, mais force est de constater que ça ne sert à rien. Parce que nous n'avons plus, il y aurait 2 millions, 3 millions de personnes dans les rues, Macron continuerait, parce qu'il ne se sent pas tenu de respecter le peuple français. C'est un homme de main, c'est quelqu'un qui a été placé par des artifices de communication, des artifices sondagiers, qui a été placé à l'Élysée pour faire le boulot d'une oligarchie. D'ailleurs, on a vu, il y a une ministre allemande qui a dit qu'elle irait contre ses constituants. Donc, c'est un exemple qu'on pourrait prendre. Au moins, elle l'a dit. En France, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est ce que vous ressentez. Absolument. Cette déclaration, c'est Madame Baerbock, qui est l'écologiste, elle est ministre des Affaires étrangères. Elle est, je trouve, très dangereuse, comme d'ailleurs beaucoup de gens style EELV qui, sous des couverts sympathiques, regardez par exemple le discours de EELV en France, dans tous les domaines, c'est s'attaquer à tout ce qui fait la France, à tout ce qui fait la joie de vivre, etc. Faut plus rien faire. C'est-à-dire une espèce de nouveau, de néo-jansénisme, ou on a l'impression de nouveau Savonarola, vous savez, du temps de la République florentine, voilà, qui par ailleurs, tout ça est fondé sur une immense hypocrisie. Madame Baerbock, donc, qui est la ministre des Affaires étrangères, elle a lu effectivement cette parole incroyable. Nous vous soutiendrons l'Ukraine, quoi qu'en pensent mes électeurs. Alors c'est plus de la démocratie.
Ça veut dire que le gouvernement allemand, comme le gouvernement français, ne répondent plus aux commandes, si j'ose dire. Ce ne sont plus les peuples qui commandent. Avec les accords de Maastricht, on avait bien vu aussi, puisqu'il y avait un référendum et Nicolas Sarkozy était quand même allé contre. Bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas nouveau. Oui, mais ce qui est nouveau, je pense, vous savez, il y a 15 ans, quand je disais que la construction européenne était une dictature qui ne disait pas son nom, il y avait des gens qui disaient « Oh, mais il exagère, il est ci, il est ça ». Il y a des gens bien intentionnés qui disaient « Oh oui, c'est parce qu'il n'a pas eu un poste de ministre, ou c'est parce qu'il est financé par un... » Tout ça, c'est miteux, c'est minable. Est-ce que les Français peuvent comprendre en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je fais de la politique pour de nobles raisons. Je le fais pour des gens que j'ai aimés étant petit, des parents, des grands-parents, des gens quand je pense à eux maintenant, avec le recul du temps, je me dis, mais les pauvres, mais si vous voyez ce qu'est devenu la France. On a le droit en France d'être patriote, d'aimer son pays, de vouloir le défendre, sans être pour autant financé par Xi Jinping, par Poutine ou par Dieu sait qui. Vous avez le droit d'être indépendant, autonome, responsable, et de dire ce que je crois juste. D'ailleurs, s'agissant de Poutine, j'ai été invité par une télévision israélienne, I24, qui d'ailleurs appartient, si j'ai bien compris, à Monsieur Drahi, et me donne beaucoup plus la parole, c'est incroyable, que BFM TV en France. J'avais été invité par cette télévision israélienne, c'était quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Il m'avait demandé, parce qu'il y avait des bruits de bottes, est-ce que vous condamnerez l'invasion de l'Ukraine si elle a lieu par la Russie? J'avais dit oui, parce que c'est contraire au droit international. Et je pense que d'ailleurs Poutine aurait quand même dû épuiser toutes les voies de droit, peut-être en saisissant la Cour internationale de justice. Donc moi je ne suis dans la main de personne, si j'ose dire, sauf des Français. Et il n'y a rien qui me fait plus de peine que de voir que depuis 15 ans je me bats pour essayer de faire prévaloir ce que je crois être la vérité, et avec énormément de travail. Et moi, quand je découvre des choses comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Fondation des Nations Libres d'Europe, qui montre toute la stratégie américaine de démolition de la Russie, ce qui donne quand même à Vladimir Poutine des raisons d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc du coup, je reviens presque sur ce que j'avais dit. Parce que si me permet de faire une petite comparaison historique. En 1940, qui est-ce qui a déclaré la guerre, en fait, à l'Allemagne? Ou c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France, ou la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne? Non, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et pourquoi la France a-t-elle déclaré la guerre à l'Allemagne? Parce que la France, comme l'Angleterre, se sont dit, ça pouvait plus continuer. Parce que Hitler, il avait mis la main sur l'Autriche avec l'Anschluss, puis sur les Sudètes, donc ça avait été les accords de Munich de 1938, et puis là, maintenant, il intervenait, il mettait la main sur la Pologne, donc on ne pouvait plus continuer. Mais finalement, c'est ce que fait Poutine. Poutine l'a accepté, il n'était pas en mesure de le refuser d'ailleurs parce qu'il n'était pas au pouvoir, il a accepté de voir tous les pays de l'Est basculer dans l'OTAN. Après ça, il a accepté de voir les Américains mettre la main avec la révolution de Maïdan sur le régime de Kiev. Et puis maintenant, il a vu que c'était tout le Donbass qui allait y passer et qu'ensuite c'était la Russie qui allait y passer. Donc il y a un moment à partir duquel il est intervenu. Donc moi je trouve que ça se justifie. Voilà, tout ça pour dire que il faut, je crois, vraiment que les gens comprennent qu'il faut aller au fond des choses sur les sujets. Sinon on reste dans l'écume des choses. Moi ce que je vois, ce qui m'affole, c'est que sur la scène politique française aujourd'hui, où est passée l'opposition? En fait, je veux dire, Macron, président de la République, qui nous dit que la France est en guerre avec la Russie. Nous sommes en guerre, dit-il. La Russie, c'est quand même première ou deuxième puissance militaire du monde. Sur certaines spécialités, notamment sur les missiles antimissiles, les S-300, les S-400, ils ont des longueurs d'avance sur les États-Unis, sur les missiles hypersoniques aussi. En matière de tête nucléaire, ils ont également des forces tout à fait considérables. Que disent les 89 députés du RN? Que disent les députés de LFI, de la NUPES? Que disent les députés socialistes, du PCF? Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que vous les attendez. Je les attends plus. Moi, ça fait depuis 2018. J'ai fait un document pour appeler au lancement de la procédure de destitution contre Macron. Parce que il passe son temps. Là aussi, il faudrait entrer dans le vif du sujet. Ce que là aussi, vous n'avez pas le droit de dire. Hein. Aucun journaliste n'a jamais relayé le document que j'ai fait. Et pourquoi? Parce qu'il est incontestable.
Parce que si ce que je disais depuis 15 ans, c'était des sottises, ça fait belle lurette qu'on m'aurait montré sur les plateaux comme un type ridicule. Alors que là, comme tout est sourcé, incontestable, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Macron, dernière violation de la Constitution en date, l'article 35, qui fait obligation aux chefs de l'État et au gouvernement de demander l'autorisation, je dis bien l'autorisation, s'ils ne l'ont pas, ils doivent tout arrêter. Au bout de 4 mois, quand on envoie des troupes à l'étranger, on doit demander l'autorisation du Parlement de pouvoir les maintenir. La France, ça fait plus que de 4 mois, largement plus, qu'elle a envoyé des soldats et des engins blindés en Estonie, sur la base de Tartas, je crois, et qui est à 250 km de Saint-Pétersbourg. En Roumanie, on a plus d'1 millier de soldats maintenant, sans compter les instructeurs, les officiers supérieurs qui sont en Ukraine même. Et là, il y a un flou artistique qui est maintenu, également aussi, paraît-il des mercenaires, mais enfin, on ne sait pas exactement quels sont. Il y a beaucoup de mercenaires en ce moment, paraît-il, qui sont en Ukraine et qui parlent un anglais parfait, hein. Alors, qui viennent peut-être, et on ne sait pas si c'est des mercenaires ou des soldats britanniques ou américains qu'on aurait peint en mercenaires. Ça fait en tout cas plus de 4 mois qu'on a ces interventions. Donc normalement, le gouvernement aurait dû demander l'autorisation du Parlement, avec d'ailleurs un débat. Bien. Il ne l'a pas fait. C'est une violation de la Constitution. Et que font les députés? Alors les gens me disent ils sont en vacances, mais enfin, il n'y a pas de vacances qui comptent. Ils peuvent demander une session extraordinaire. Il y a urgence. Et il y a urgence. On est peut-être au bord de la 3e guerre mondiale. Et avec une puissance nucléaire. Donc moi, honnêtement, je suis effaré de cette opposition. Quand je dis effaré, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez, ça fait 15 ans que je fais ce combat politique. Et il y a bien entendu beaucoup de gens qui me disent, il faudrait faire alliance, vous devriez faire des alliances, essayer ça. Quand j'ai créé l'UPR, c'est en soi une alliance. J'ai demandé à tous les gens, nous, c'est une alliance temporaire pour tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Bien. Mais personne n'est venu. Et je constate que le RN, que la NUPES, LFI, PCF, etc., aucune de ces forces politiques ne propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc en fait, ce n'est pas parce que M. Zemmour ne le proposait pas davantage. Donc en fait, on a affaire à des oppositions qui sont des oppositions que j'appelle des oppositions de complaisance. Et vous me permettrez de prendre avec vous ici un pari. On parle en ce moment des élections qu'il va y avoir en Italie. On voit dans les médias qui s'y intéressent, c'est très bientôt, des gens qui regardent ça faisant semblant d'être effrayés par le fait que le prochain président du Conseil, donc Premier ministre, qui pourrait succéder à Mario Draghi, pourrait être Madame Giorgia Meloni, et qui a créé un parti politique qui s'appelle Fratelli d'Italia, ce qui veut dire frère d'Italie, et qui serait néo-mussolinienne, néo-fasciste, elle a repris la flamme tricolore de l'ancien MSI, etc. Et donc vous voyez dans la presse française, oh là là, c'est atroce, c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, c'est un peu comme le coup de la Suède dont vous parliez tout à l'heure. Bien. Moi, il y a un truc que j'ai compris. C'est qu'à partir du moment où on parle d'un candidat, beaucoup dans les médias mainstream, c'est qu'il est inoffensif. Voilà. Lorsqu'il y a eu le sketch sur Zemmour pendant toute l'année 2021, je me suis dit, il est inoffensif. Et d'ailleurs, Zemmour ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Ça veut dire que sur les questions migratoires qui lui sont si chères, il fait quoi face à la politique de l'Union européenne sur les questions migratoires? Il fait quoi? Sur la question de la Russie et de l'Ukraine, il fait quoi? Madame Le Pen, sur tous ces sujets, c'est complètement d'ailleurs aligné. On l'a vu lors du débat du 2e tour sur M. Macron. Madame Le Pen, elle est pour l'OTAN, elle est pour l'Ukraine, elle est contre la Russie. Donc elle s'est pliée. Alors, je me suis dit, tiens, on va regarder d'un petit peu plus près cette Madame Meloni. Et qu'est-ce que j'ai découvert? On n'en parle pas en France. Elle a fait une alliance avec Berlusconi, 85 ans, un parrain de la mafia. C'est pas une formule de cours de récréation. Il a vraiment les liens de Berlusconi avec la mafia sont absolument avérés. C'est un type qui a été dans un nombre de gouvernements incroyable. Et puis Salvini de la Lega. Et tous les trois, enfin je crois qu'il y a un 4e partenaire, mais il y a un peu croupion, tous les trois,
ils ont signé un accord de gouvernement, une plateforme, pour un gouvernement de centre droit, déjà. Et quand vous prenez ce truc, c'est en ligne sur Internet, j'ai même fait des tweets, vous prenez la première page, c'est ce qui est mentionné en haut. Premièrement, nous réaffirmons l'importance extrême de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Nous réaffirmons l'importance de l'Alliance atlantique. Nous réaffirmons la nécessité de l'Union, de l'Union européenne et de l'OTAN contre l'agression russe en Ukraine. Ils ont fait ce qu'il fait. À partir de ce moment-là, vous pouvez tout dire. Vous pouvez taper sur les Arabes, les Noirs, tenir des propos racistes. Ça, c'est ce que fait Zemmour. Ça, c'est pour manipuler l'opinion. Je ne dis pas que les questions migratoires sont des questions subalternes. Ce que je dis simplement, c'est que c'est de la manipulation de l'opinion, parce que vous verrez, Madame Meloni, si, comme tout est fait, tout est organisé pour qu'elle arrive à la tête de la présidence du Conseil. Pourquoi? Pour faire croire aux Italiens, la situation est très mauvaise en Italie, pour faire croire aux Italiens qu'ils ont une démocratie. C'est exactement ce qui s'était passé en Grèce en 2015, je crois, lorsque Tsipras, alors lui, c'était pas l'extrême droite, c'était l'ultra-gauche, hein. C'était l'extrême gauche qui était arrivé avec, on disait quelle horreur, c'est l'extrême gauche, c'est un ami de Mélenchon, et c'est ça. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit qu'il restait dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Il est passé sous les fourches codines de la Troïka, Fonds monétaire international, Commission européenne, Banque centrale européenne. Il a fait l'ultra-gauche grec. Ils ont privatisé un nombre incalculable de ports, d'aéroports, les chemins de fer grecs, le loto national, les clients de la Caisse des dépôts, etc. Ils ont tout privatisé, ils ont divisé les retraites par 2, multiplié le nombre de suicides de retraités par 2. C'est ça, l'extrême gauche. Vous verrez si Madame Meloni devient présidente du Conseil, il se passera la même chose que ce qui s'est passé d'ailleurs déjà avec Salvini. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, les Italiens vont se dire, caramba, en fait, on a la même politique. Vous comprenez comment ça marche? On a juste changé la couleur. On a juste changé la couleur. C'est pour ça que, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pas pour rien que je suis blacklisté dans les grands médias. C'est parce que j'ai franchi cette chose invisible qu'on n'a pas le droit de franchir. En France, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à la seule condition de rester dans ces 3 éléments de vassalisation de la France pour les intérêts de l'oncle Sam. C'est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Après, après c'est tout bon. Dans votre introduction, vous avez dit que c'était la fin du narratif de l'Europe, où l'Europe c'est la paix. Bien sûr, vous étiez un des premiers à parler de sortir de l'Europe. Vous avez aussi contesté le mécanisme de la peur. Est-ce qu'en fin de compte, vous n'essayez pas de faire peur vous-même en disant aux Français que sortir de l'Europe, c'est la solution? Non, je ne pense pas faire peur. Écoutez, on m'a dit, au moment de 2017, toujours, cette émission avec Gilles Boulot sur TF1 20h, après m'avoir attaqué sur la CIA, après il a donné la parole à un Français vivant à Londres sur les marchés financiers, qui était présenté comme une espèce de monsieur loyal, et qui m'avait dit, mais monsieur Asselineau, vous dites n'importe quoi, si on sortait de l'euro, ce serait la catastrophe, l'hyperinflation, une dette foudroyante, etc., etc. Et on sait que les Anglais ne sont jamais rentrés dans l'euro. Mais là, c'était un Français installé à Londres. Voilà. Okay. Pour la petite histoire, pour montrer comment ça marche le dessous des cartes, après ça, quand je suis sorti du studio, on est allé regarder, c'était qui ce type? On m'avait pas dit avant qu'on allait me le mettre dans les pattes. On m'a pas dit, il a été présenté aux Français comme étant un banquier à Londres. En fait, le banquier à Londres, il était le responsable de la campagne de François Fillon et des Républicains en Angleterre. Donc déjà, c'était un adversaire politique qui était le coordonnateur de la firme. Bon. Deuxièmement, il était à la tête d'un fonds d'investissement, il gérait les fonds de la famille princière du Liechtenstein. Avec un fonds de pension dont la réputation a été un peu sulfureuse, puisque le nom de ce fonds a été à plusieurs reprises mêlé à des soupçons d'argent, de blanchiment d'argent sale. Moi, je ne savais pas tout ça, bien entendu. Et donc, parce que si je l'avais su, j'aurais dit. Et évidemment, les Français, d'un seul coup, se seraient dit, attendez, c'est quoi ce type? Mais il avait été présenté aux Français comme si c'était un expert, et que comme si moi, j'étais un hurluberlu, en fait. Bon. Mais si vous y réfléchissez bien, tout ce que l'on m'a reproché, qu'on m'a dit, voilà ce qui se passera si on sort
de l'Union européenne et de l'euro, c'est en train de se produire maintenant alors que nous y sommes. L'effondrement du niveau de vie, la flambée de l'inflation, la destruction de notre économie, le fait d'être en guerre contre une partie de l'Europe, c'est ce dont on avait menacé. Je me rappelle par exemple, il y avait Strauss-Kahn au moment de Maastricht, du référendum de Maastricht, il avait dit, vous le trouverez dans le petit récapitulatif fait par Chevènement, le bêtisier de Maastricht, Strauss-Kahn avait dit, si les Français votent non au traité de Maastricht, il y a des risques de guerre. C'est maintenant que nous avons tout ça. Donc moi, je ne dis pas, je n'agite pas sur la peur, je dis au contraire. Prenez conscience. Oui, et j'allais dire un petit peu, vous me permettrez, la référence est un peu audacieuse, mais c'était la référence de Jean-Paul II, justement au moment après avoir été élu pape, Jean-Paul II citant la parole du Christ, n'ayez pas peur. Vous savez que c'est une des phrases les plus formidables des évangiles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Balayez tous ceux qui veulent mettre la main sur votre futur, sur votre raisonnement, sur tout ce que vous pensez. N'ayez pas peur. Ils agissent. Ils essaient de vous intimider pour leurs intérêts à eux. Moi, je dis aux Français, n'ayez pas peur. Allez vous renseigner. Moi, depuis 15 ans, je dis des choses contre mon intérêt personnel. J'ai pas touché un seul copec de qui que ce soit, sauf de nos adhérents et sympathisants. Pas un copec d'une banque. Nous avons 0 € d'endettement. Pas un copec du gouvernement ou de l'État, puisque malheureusement, nous n'avons pas eu les 50 candidats aux législatives qui auraient des passés importants, qui auraient pu nous rapporter de l'argent. Donc moi, je ne dépends que de nos adhérents et sympathisants. Que d'eux. Voilà. Et vous savez, on vit pas, c'est pas Byzance, l'UPR. Vous permettrez d'ailleurs de lancer un petit appel. Si les gens trouvent que ce qu'on dit est bien, aidez-nous, je vous en supplie. Aidez-nous parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Si on fait ça, pas seulement moi, mais les gens qui m'ont rallié, c'est parce que je crois qu'on représente, et je le dis vraiment en conscience, la quintessence de ce que devrait être un vrai parti politique. C'est-à-dire des gens qui font ça par conviction, beaucoup de bénévoles, et qui le font parce qu'ils ont le sentiment intime que notre pays, et je pèse mes mots, est en train d'être détruit. Vraiment. Il y a cette belle parole, un beau proverbe chinois qui me permettra peut-être de conclure. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Voilà. Il faut que les Français aient le courage de comprendre qu'il y a des gens qui sont intègres et qui veulent faire de la politique pour les sauver du désastre.